Merci à tous. Ce dont je vais vous parler, là, c'est un ensemble, un ensemble de résultats, un ensemble de travaux qui traitent de la valeur économique de l'aide financière aux études supérieures. Donc, pour le présenter de façon la plus simple possible, en fait, donc, je vais évaluer, donc ce dont je vais parler, c'est une évaluation de la pertinence, si on veut, des politiques publiques d'aide financière, en particulier au Québec et en Ontario. Et ce qui est de très particulier, je pense que les économistes qui sont présents, mais aussi les autres personnes vont s'en apercevoir, c'est que ça sera fait à l'intérieur d'une expérience de terrain, donc ce qu'on appelle en anglais un field experiment, qui va mimiquer en fait une expansion du système. Donc évidemment, vous allez me dire, dans le réel, il n'y a pas eu d'expansion, effectivement, mais vous allez voir que le design de cette expérience nous donne en fait l'opportunité d'évaluer ce qui arriverait, en fait, ce qui serait la valorisation d'une expansion. Donc, par expansion, j'entends une augmentation de la générosité de ce genre de programme. Donc, je vais essayer de parler de deux aspects parce que ce sont les deux aspects qui sont les plus présents là, dans l'article. Alors, le premier sera au sujet de la valorisation, c'est-à-dire quelle est la valeur monétaire, si on veut, de cette expansion. Et le second aussi est un sujet qui est évidemment très à la mode partout. C'est à la mode en France, c'est à la mode aux États-Unis, ça doit être la mode aussi, certainement à Montréal aussi, au Québec. C'est au sujet du rôle que les inégalités de revenus donc, qui existent, mais quel rôle elles jouent dans la valorisation à la marge de cette expansion des systèmes d'aide financière. Donc, si je voulais expliquer en termes peut-être moins techniques ou plus économiques, parce ce qu'on fait ici, en fait, vous allez voir que le design de l'expérience nous permet à nous de voir combien les individus seraient prêts à sacrifier pour cette expansion. Donc, on va évaluer monétairement comment ils peuvent, qu'est-ce qu'ils seraient prêts à sacrifier, puisque le design de l'expérience elle-même nous donne rendre les individus, en fait, leur permettre de choisir entre des montants d'argent, donc cash, donc comptant, ou des prêts ou des bourses. Et donc, c'est ça qui va nous permettre de l'évaluer. Et donc, évidemment, en deuxième lieu, ce dont je vais parler aussi, même si c'est assez bref, c'est à savoir la question suivante. Est-ce que ces besoins, disons, qui sont illustrés par la valorisation d'une augmentation de l'aide financière, elle est en quelque sorte reliée aux revenus des familles. Et vous allez voir que c'est cette question-là qui nous permet finalement de dire si les politiques publiques nous permettent en fait de remplir ce rôle-là. Donc, j'imagine que, je pense que, je ne sais pas si à l'écran vous voyez, je pense que vous voyez mes slides. Donc, simplement dire que c'est pas des travaux que j'ai fait seul. J'ai collaboré avec au moins cinq personnes qui sont d'ailleurs tous des anciens étudiants il y en a qui sont à l'université de Duke, Carlo Morel, Modibo Sidibé. Il y a Julie Bernadette qui a passé au moins un mois au Cyrano là, il y a quelques temps, qui était à l'université de Chicago. François Poinas de la Toulouse School of Economics et un ex-collègue, Jörgen Hansen, qui était à l'université Concordia. Donc, tous ces gens ont collaboré à certains segments. Donc, si on va en background, en fait, le background, enfin, le préambule que j'aimerais présenter ici, c'est une espèce de paradoxe, parce que moi j'appelle un paradoxe qui est presque universel, en tout cas universel à beaucoup de pays occidentaux, et qui en fait a trait au fait que beaucoup de pays, la plupart des pays, en tout cas ceux qui ont des frais de scolarité, ont aussi mis en place des politiques d'aide financière aux études, donc ce qu'on appelle les systèmes de prêts et bourses. Okay? Alors, dans ce système, en général, ce serait le cas aux États-Unis, en France, au Canada, au Québec, en Ontario, les paramètres des politiques sont largement biaisés, sont extrêmement biaisés en faveur des fils de revenus. C'est-à-dire que le montant que vous pouvez obtenir comme bourse ou comme prêt est tributaire du revenu familial. Mais ce qu'on observe, c'est que malgré tout, malgré la générosité de ces politiques, dans beaucoup de pays, il existe une corrélation positive, quelquefois assez forte, entre le revenu familial et les performances éducatives ou les choix éducatifs des jeunes. Donc, on peut déjà se poser des questions. Est-ce que toutes ces politiques, qui sont quand même assez coûteuses, jouent leur rôle? On peut se demander, par exemple, est-ce que ces politiques ont un effet sur des décisions elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont un effet sur les niveaux de scolarité atteints, ce qui permet à des individus
qui, en l'absence d'aide financière publique, leur permettrait d'aller aux études supérieures, ou plutôt si elle ne fait que financer, appelons ça comme ça, un financement du niveau de consommation des étudiants. Donc tout ça sont des problèmes qui sont reconnus et finalement, si on regarde dans la recherche économique, donc là je ne vais pas en parler trop longtemps, mais on connaît très peu de choses en fait sur l'efficience de ces programmes. Évidemment, comme beaucoup, comme ce qui a été mentionné juste avant par Michel Poitvin, donc dans cette littérature-là, dans ce segment de la littérature, la majeure partie des recherches est aux USA, bon, pour des raisons de données, pour des raisons de modèles aussi, mais finalement, il y a très peu de résultats probants. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion de présenter déjà depuis au moins 2 ans l'ensemble de ces recherches à des congrès, enfin dans des conférences internationales, et tout le monde est d'accord pour dire qu'un supplément important, en tout cas une valeur ajoutée importante à la recherche serait, disons, avoir accès à ce qu'on appelle des expériences de terrain, ce qui s'appelle en France d'ailleurs des expériences randomisées, donc des field experiments, et qui nous permettraient en fait d'utiliser un design assez consciencieux pour aller chercher la valeur économique. Et donc, vous allez voir que c'est en fait ce que nous allons utiliser. Et d'ailleurs, je pense que ça vous fera plaisir aussi. On peut dire que le Québec est vraiment en avance. Les données qu'on a utilisées donc, proviennent d'une entente, d'une expérience de terrain qui a été conceptualisée en grande partie par Claude Montmarquette, qui est, je pense, présent, parce qu'il me semble avoir entendu sa voix tout à l'heure, et donc qui a été créée au Cyrano à la fin, vers les années 2008 et 2009, et c'est une expérience qui est considérée comme unique, dont le design est, donc, évidemment, personnellement, je n'ai jamais été impliqué dans ce design, donc c'est pour ça que je peux la louanger. Et donc, elle est unique et c'est exactement l'instrument qu'on va utiliser dans nos recherches pour aller chercher cette valorisation. Donc, on peut dire déjà que l'expérience est unique parce que dans cette expérience, il y a d'ailleurs d'autres volets là, dont je ne vais pas parler, mais qui sont aussi assez intéressants pour les économistes ou les économètres là, qui s'intéressent à l'estimation de modèles un peu complexes, donc je ne vais pas en parler, mais elle a un volet aussi, le volet qui la rend la plus unique, c'est celle dans laquelle les jeunes sont signés à un ensemble, une série de choix où ils doivent choisir entre des montants d'argent, donc qui ne sont pas des montants virtuels, qu'ils peuvent obtenir donc, à très courte échéance, après une journée ou deux, et des montants d'aide financière qui évidemment seront conditionnels au fait d'aller aux études supérieures dans les mois qui vont suivre, puisque ces jeunes en général sont des jeunes ont 17 et 18 ans. Okay? Et donc, ce qui rend cette expérience unique au monde, c'est le fait que ces enjeux, donc les prix, donc les prêts et bourses vont de 1 000 $ à 4 000 $. Donc, par exemple, lorsqu'on le présente, par exemple, aux États-Unis, donc on s'aperçoit que ces prix-là peuvent par exemple couvrir l'entité d'une année, souvent même plus, de tous les frais de scolarité d'une année à des universités qui peuvent être des universités très prestigieuses. Donc, lorsqu'on fait une comparaison avec les universités américaines ou l'université en Grande-Bretagne, on s'aperçoit que le design de l'expérience donne des enjeux qui vont nous permettre de les valoriser et donc d'estimer, en fait, encore une fois, la valeur d'une extension, même si elle est contrafactuelle. Donc, vous allez voir que pour ceux qui vont lire, mais je pense que dans l'article original, enfin dans l'article que vous allez voir, l'aspect technique, je n'ai pas mis d'emphase sur l'aspect technique, mais principalement ce qu'on utilise, c'est une espèce de principe de préférence révélée, de façon à voir ce que les gens refusent comme en argent comptant pour pouvoir plutôt avoir accès à des prêts ou des bourses. C'est une espèce de principe d'élicitation de la valeur implicite qui est attachée à une expansion des programmes d'aide financière. Et d'ailleurs, ce dont j'ai parlé aussi est probablement relié beaucoup à la présentation qui vient d'avoir lieu, puisque un des paramètres qui est designé là, dans cette expérience, si vous me passez l'expression, c'est une réduction des frais de scolarité. Donc, on pourra voir en fait combien les gens seraient prêts à payer implicitement pour une réduction des frais de scolarité.
Okay? On va le voir que c'est un élément assez important des résultats dont je vais parler. Donc, les questions auxquelles on peut répondre, auxquelles on s'est attaché à répondre, ben, sont des questions qui sont reliées donc, aux deux aspects dont j'ai parlé. Donc, c'est à la fois des objectifs et des questions. Donc, on peut connaître quel serait le niveau de compensation financière qui serait équivalent à une baisse des frais de scolarité, c'est-à-dire combien pourrait-on payer les jeunes individus, quel montant devrait-on les payer de façon à ce qu'ils soient indifférents entre donc, une baisse des frais de scolarité d'un certain niveau et le montant en question qu'on leur donne. On va aussi comparer dans certaines de nos études les jeunes ontariens avec les jeunes québécois. Donc, on le fera de façon générale, mais aussi pour l'accès aux prêts. Donc, le premier point était au sujet de la baisse des frais de scolarité. Donc, ce qui est personnifié plus ou moins par une bourse. Dans le second point, ça sera au niveau des prêts pour les études. Et évidemment, la troisième question, le troisième point, c'est effectivement essayer de quantifier comment cette valorisation-là varie avec les revenus familiaux. Et puis à la fin, on va donc essayer de voir aussi, je vais dire quelques mots là brièvement sur la différence entre les Québécois et les Ontariens, puisqu'il peut y avoir des différences de valorisation, par exemple, le coût de la vie peut différer, mais surtout les frais de scolarité pour la période en question, là, qui est, je vous rappelle que l'expérience a eu lieu entre 2008 et 2009, donc il y avait quand même une différence probablement du simple au double de mémoire entre les frais de scolarité ontariens et québécois, donc évidemment que ça peut jouer un rôle important. Okay. Donc, je vais vous illustrer ici, pour être assez bref, une partie du design, comme j'ai dit, dans cette expérience qui a été designée par une équipe là, qui gravitait autour de Claude Monmarquette et d'autres personnes. Donc, j'ai pas eu le temps de les nommer. Donc, il y avait à un moment donné, donc après les deux premières phases plus théoriques, les jeunes, donc soit dans des écoles secondaires, dans des cégeps en Ontario, au Québec et au Manitoba aussi, faisaient face à des choix, donc une série de choix. Il en avait 22, là j'en ai mis 10. Okay? Et donc je vais pointer avec ma souris ici, je pense que vous allez la voir. Je prends un exemple, celui qui est en gras ici. Okay? Donc ça veut dire que par exemple, tous les individus avaient à répondre à cette question, on leur offrait la possibilité d'obtenir $300 en argent comptant ou de sécuriser un prêt de $1000 au taux du marché qui était à l'époque entre 5 et 6 okay? Donc, il faisait face à 22 de ces choix et ultimement, à la fin de l'expérience, un des choix est tiré au hasard. Donc, effectivement, l'individu qui a une valeur, si on exclut tous les individus, et il y en a peu qui savent avec probabilité égale à 1 qu'ils n'iront jamais aux études supérieures, si on les exclut pour l'immense majorité, donc c'est donc un choix qui peut être important. Alors, par exemple, j'ai choisi ce choix-là puisque il est peut-être pas si avantageux. Donc, on peut penser que $300 comptant pour un jeune de 18 ans, c'est tout aussi bon que $1000 en bourse, encore une fois, en prêt, pardon, puisque le prêt, s'il est accepté et si ultimement, vous ne vous inscrivez pas à une étude, à une institution supérieure, ben, vous le perdez. Okay? Donc, il y a un risque qui est sous-jacent. Et on voit que, par exemple, dans ce cas-ci, il y a environ 18%. Alors là, je ne l'ai pas scindé entre Québec et Ontario, mais c'est bon, ça se ressemble beaucoup. Vous avez que 18% des jeunes qui l'ont choisi. Alors évidemment, donc il y a toute une série de choix. Et prenons un exemple ici qui est assez spectaculaire. Donc, il a raison, lorsque je le montre dans des séminaires aux États-Unis, ça impressionne beaucoup ceux qui s'intéressent donc à ce genre de choix, puisque là, vous voyez que le jeune, encore une fois, il est soumis ici à $300, donc il peut choisir, ou bien je prends $300, ou bien, si je sais que je vais éventuellement, dans quelques mois, à l'intérieur d'une période de 2 ans, aller à l'université, donc je vais pouvoir sécuriser une bourse de $4000. Donc $4000, il faut bien savoir, hein, donc ça veut dire que pour un jeune Québécois à l'époque, c'est presque, alors c'est pas exactement 2 années à l'Université de Montréal ou à McGill, mais c'est tout près, alors c'est plus qu'une année, ça c'est certain. Donc c'est comme si vous aviez une baisse des frais de scolarité au total de $4000. Okay? Et évidemment, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit qu'une immense majorité des individus ont opté pour ce choix. Okay? Le 84% ici dit 84% des jeunes qui ont fait face à ce choix, donc tous les jeunes ont fait face à ce choix, 84%
a choisi la bourse de 4 000 $. Et d'ailleurs, le 84% est intéressant parce qu'il valide d'une certaine façon la pertinence de leur expérience. Encore une fois, c'est leur expérience, ce n'est pas la mienne, ce n'est pas la nôtre. Puisque si vous regardez dans les données, alors c'est assez complexe à voir, mais d'après nos calculs, pour les années qui sont pertinentes, vous avez à peu près 15 à 16% des gradués, enfin des gens qui ont gradué, qui ont un diplôme d'une école secondaire ontarienne ou d'un cégep, qui vont continuer aux études supérieures. Okay? Donc c'est à peu près, on peut voir que tous ceux qui l'ont refusé sont probablement en très forte majorité des individus pour qui la probabilité d'aller aux études supérieures est presque nulle. Okay? Donc, on voit la générosité. Et donc, ce qui est intéressant statistiquement, bien que ce soit peut-être pas l'endroit pour en parler, c'est qu'on a une variation là sur les 22 choix exogènes, qui est un terme technique utilisé par des économistes, mais une variation de la valeur de la bourse ou du prêt et de l'argent comptant de façon à pouvoir, c'est ce qui va nous permettre essentiellement de voir combien un individu est prêt à céder pour avoir une bourse de 4 000 ou un prêt, une bourse de 2 000 $ ou un prêt de 2 000 $ ou de quelque autre montant. Okay? Donc, si c'est bien clair, donc laissez-moi vous dire en fait ce qu'on a retrouvé. Donc, évidemment, entre la slide que vous voyez et donc les données, il y a quand même des mois de travail. Donc, on a utilisé des méthodes de microéconométrie structurelle qui peuvent être assez jugées comme assez complexes ou techniques. Donc, je vais vous épargner toute cette discussion. Donc, il y a les résultats majeurs là, que j'aimerais souligner sont qu'il y a une valorisation. Okay? Donc, la première question qui était, est-ce qu'à la marge, les individus sont prêts à sacrifier pour une expansion du système d'aide financière? La réponse est claire et la réponse est oui. Et c'est oui à la fois pour les deux dimensions, la dimension prêt et la dimension bourse. Évidemment, la valorisation devrait être plus faible pour la partie prêt, puisqu'un prêt n'a pas la même valeur qu'une bourse. Un prêt doit être remboursé. Dans ce cas-là, encore une fois, le prêt devait être remboursé au taux du marché. Une bourse étant une bourse, elle n'est pas remplacée. Mais on voit qu'il y a une variation. Donc, ce qui est assez étonnant, peut-être, en tout cas, ce qui nous a étonné, c'est que nos estimés nous montrent que à la fois l'Ontarien médian ou le Québécois médian, donc, on peut presque dire aussi l'Ontarien médian ou le Québécois médian. Évidemment, on s'entend, ce sont les étudiants moyens ou médians, sont prêts à payer, sont prêts à sacrifier soit 71 $ dans le cas ontarien et 54 pour les Québécois pour avoir accès à un prêt. Donc, il faut bien comprendre que ces prêts sont des prêts qui sont émis en marge de tout ce qui peut être obtenu dans les alternatives, que ce soit les transferts familiaux, les prêts et bourses officiels. Et donc, on peut voir que c'est une valorisation à la marge. Et essentiellement, ça nous dit que les gens sont prêts à payer pour emprunter. Donc, si on le mettait en termes de taux d'intérêt, okay, comme je vous disais, pour la période pertinente, le taux du marché était de mémoire de l'ordre de 6%. Je pense que mon market pourrait confirmer la même chose. Ça veut essentiellement dire que nos estimés nous montrent qu'en fait, si on donnait à tout le monde l'occasion d'emprunter, il serait prêt à emprunter à un taux de 12%. Donc, ça veut dire que même l'obtention de prêts, il y a une forme de rationnement, c'est-à-dire que les gens sont prêts à sacrifier de l'argent pour avoir encore plus de prêts. Alors, la question la plus intéressante peut-être pour vous, surtout puisqu'on vient de parler des frais de scolarité, et quelle est la valeur des frais de scolarité? Donc, pour les frais de scolarité, donc pour une bourse, on pose la même question. Combien seriez-vous prêt à... Enfin, on ne pose pas la question, mais nous, on l'élicite de façon directe. Combien vous seriez prêt à payer, à sacrifier si, pour vous sécuriser donc une bourse de 1 000 $. Donc, encore une fois, là, je l'ai calculé pour 1 000 $. On peut le faire pour 4 000, 2 000, 1 500. Mais donc, pour bien comparer avec le prêt de 1 000 $, donc là, je le présente pour une bourse. Et on voit qu'effectivement, le montant doit être supérieur et c'est tout à fait normal. Donc, une bourse étant une bourse. Donc, l'Ontarien médian est prêt à sacrifier près de 460 $. Quand même beaucoup plus que les Québécois médians, qui lui sacrifieraient 360 $. Donc, en d'autres termes, le Québécois médian est prêt à abandonner 360 $ pour une réduction des frais de scolarité de 1 000 $. Donc, on voit, il est prêt à payer, encore une
une fois, je parle du médian, toutes ces quantités-là sont propres à chaque individu. Donc, nous, dans les recherches, on analyse cette distribution. Et donc, on voit que si on se réfère ici à la médiane, comme une forme de représentativité, donc on voit que le montant n'est pas égal à 1 000 $, évidemment, ce qui est tout à fait normal, puisque, évidemment, il y a toujours le risque sous-jacent de ne pas s'inscrire ou et tous les autres aléas, mais donc on voit que le montant est quand même intéressant et donc que c'est un montant qui est, peut-être pas dire volumineux, mais un montant qui est quand même assez important. C'est un résultat logique parce qu'évidemment, une bourse, tout comme un prêt, permet de lisser la consommation, alors que la bourse aussi, évidemment, et la bourse, évidemment, permet aussi de réduire le coût. Donc, la distinction entre 458 360 et la valeur du prêt, qui, je vous rappelle, était de 111 $, elle est difficile. Enfin, il y a très peu. On prétend être les seuls dans la recherche à voir quantifier ces paramètres-là, en fait, donc avoir quantifié ces quantités-là, mais elles sont quand même assez illustratives de la valorisation. Donc, au moins, pour la première question, on s'entend bien. Ça veut dire que si le gouvernement, évidemment, je ne suis pas ministre, je ne le serai jamais, mais si j'étais ministre et j'annonçais une expansion du système et que je demandais à mes fonctionnaires en même temps d'aller chercher quelle serait la valorisation que la société, que les étudiants seraient prêts à attacher à mes nouvelles politiques, c'est ce qu'on vous rapporte ici. Okay? Donc, la seconde phase qui est intéressante, et je pense que la question que vous vous posez, et que de toute façon que vous seriez posée, même si je ne l'avais pas mentionné, c'est la suivante. D'une certaine façon, toutes ces quantités que vous voyez, donc ces montants-là, sont une expression du besoin financier. Okay? On est bien d'accord. Donc, évidemment, on devrait se poser la question suivante. Est-ce que le besoin financier, il augmente lorsque les revenus familiaux baissent? En d'autres termes, est-ce que les pauvres, les gens qui sont moins avantagés, ont plus de besoins financiers au niveau éducatif que ceux qui sont de plus aisés? Donc nous, en estimant donc ce modèle, encore une fois, je vous épargne des détails techniques, on a analysé, d'ailleurs on continue à le faire, donc c'est comme toute recherche, une part de la recherche peut être présentée, mais il y a toujours de la recherche en cours. Toujours est-il que jusqu'à maintenant, on a conclu que la relation entre la valorisation et les revenus familiaux est pratiquement non monotone et il y a très peu de sensibilité. Par exemple, je prends un exemple, on prend le cas d'une bourse de 1000, vous prenez une bourse de 1 000 $ et vous essayez d'aller calculer post-estimation la valeur moyenne pour un individu qui provient d'une famille à très bas revenu, en 20 000 $, revenu familial en 2008-2009, c'est extrêmement bas, comparativement à une famille qui aurait un revenu de 80 000 $. Donc, pour l'année en question, est-ce que c'est au-dessus ou sous la médiane? J'avoue que j'ai plus en mémoire les chiffres, mais il y a quand même 60 000 $ d'écart. Eh bien, de toute façon, cet écart de 60 000 $ au niveau du revenu ne se transforme en aucun cas en une différence de valorisation, c'est-à-dire que la valorisation de l'individu moyen dans cette classe de revenus est pratiquement égale à l'individu moyen dans cette classe de revenus. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas les inégalités de revenus existent au Canada comme elles existent partout, elles existent en France, aux États-Unis, partout. Elles semblent loin de se transmettent pas du tout aux besoins financiers. En tout cas, se transmettent pas aux besoins financiers conditionnels sur le fait qu'un individu a exprimé évidemment une valorisation. Donc, conditionnement sur le fait que l'individu en question, donc le jeune ontarien, le jeune québécois, pense avec une probabilité raisonnable de se rendre aux études supérieures. Et ça, nous, on peut l'expliquer, donc on l'explique. Et d'ailleurs, ça a été intéressant, le présentateur précédent faisait allusion dans un article qui est dans la Revue canadienne de l'économie de Bellé, Lochter et Frenette, donc dans ce même papier. Donc, ils ont conclu ici, ils présentent des données comparatives entre la générosité des programmes ontariens et québécois et celle de divers États américains, du système fédéral et de divers États américains. Et on s'aperçoit que dans tous les cas, il y a un biais énorme, encore une fois, envers les familles à faible revenu. Donc, en fait, ça nous donne l'impression que finalement, le système d'aide financière est tellement est biaisé, d'ailleurs il doit l'être, est biaisé en faveur des faibles revenus, que les individus qui font face à ces choix savent probablement
qu'ils auront accès donc à ces paramètres. S'ils connaissent bien le système, eh bien, ils croient effectivement qu'ils n'expriment pas de besoins financiers plus élevés que les plus riches. Et donc, ce que j'ai dit ici en exemple, entre 20 000 et 80 000, vaut aussi pour même les classes de revenus qui sont plus de 100 000 ou plus de 120 000, qui est le maximum, si je me rappelle. Dernière chose, que j'imagine qu'on est limité dans le temps, il y a une différence de valorisation générale après prêt et ou bourse entre les Québécois et les Ontariens. L'Ontarien médian moyen valorise l'aide financière un quart de plus. Encore une fois, cela peut être dû aux frais de scolarité qui étaient tout près du double, je pense, pour ces années en Ontario et au Québec. Et probablement la fréquentation universitaire était un peu plus élevée, donc il y a plus d'individus peut-être qui valorisent l'aide financière. Et évidemment, l'aide financière elle-même, donc les paramètres de prêt et bourse au Québec sont particulièrement généreux. Donc, ça peut être aussi, ils sont plus généreux qu'en Ontario. Ils sont pas nécessairement, c'est assez étonnant, nécessairement plus généreux que certains États américains. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est conclu dans le papier de Bellet, Lochner et Frenette, ou Bellet, Frenette et Lochner, mais ça peut expliquer le différentiel de Québec et l'Ontario. Donc, on en conclut, en général, les économistes sont souvent vus de façon négative. Je ne sais pas si c'est... J'habite plus au Québec depuis 15 ans. En tout cas, en France, ils le sont. Souvent, ils sont perçus comme étant très négatifs. Mais finalement, ce qu'on dit, on est assez positif. Le message que j'apporte ici, moi, je pense qu'il est positif. En tout cas, il est positif dans la mesure où, encore une fois, l'évidence semble, enfin, l'évidence empirique, si on peut parler d'évidence empirique, nous montre que les politiques d'aide financière semblent jouer certainement leur rôle, en tout cas au sens où le rôle des inégalités de revenus, qui encore une fois existent, ne semble pas jouer un rôle primordial dans la valorisation. Donc, c'est un bon point pour les politiques. Par contre, on voit qu'effectivement, il n'y a pas de satiété, c'est un terme que les économistes utilisent souvent, il n'y a pas de satiété au niveau de l'aide financière. C'est-à-dire que si, encore une fois, si j'étais ministre et j'annonçais une expansion du système d'aide financière, eh bien, nos estimés nous disent que, encore une fois, les étudiants moyens ou médians la valoriseraient et seraient prêts à sacrifier des ressources de façon implicite, okay, pour une expansion du système. D'ailleurs, si on voulait évidemment, on ne peut pas faire de théorie économique, mais on pourrait même transposer le résultat qu'on a ici en peut-être en une espèce de comportement de vote. Si les gens avaient voté, ou je sais pas, voté dans un référendum sur l'expansion du système, le fait que nos résultats, en fait, montrent quand même une valorisation à la marge qui est positive, veut dire qu'une expansion du système serait valorisée. Okay? Mais encore une fois, il n'y a pas de rôle des inégalités. Donc, en terminant, je vais faire un peu une publicité sur une recherche, puisque, comme j'ai dit, ces recherches-là sont toujours, enfin, tous les gens qui sont présents le savent, nos recherches sont toujours assez préliminaires. Donc, avec Julie Pernaudet, donc ma collègue, on planifie d'évaluer non seulement l'impact, donc on a déjà évalué l'impact ex-ante, donc avant le fait, chez les jeunes étudiants de l'aide financière, leur valorisation. On sera peut-être bientôt en mesure de le faire sur le cycle de vie, en tout cas sur le début du cycle de vie, puisqu'on pourra voir comment comparer les individus qui ont participé à cette étude, donc un groupe de contrôle, et on pourra en fait savoir si l'aide financière a un impact sur les études, sur le financement, le niveau de dette, sur la consommation. Et donc, on le fera à partir d'une réinterview qui donc va se poser presque 10 années plus tard. Et encore une fois, alors si notre étude est basée sur des données qui sont uniques, eh bien, cette réinterview-là sera encore plus unique que le Cyrano, si le Cyrano y est impliqué, ou le Québec auront créé quelque chose qui sera encore une fois unique au monde et qui est un instrument pour lequel, évidemment, pour nous, a beaucoup de valeur puisque ça nous permettra de répondre à ces questions. Donc, je vous remercie de votre attention.